Alors bonjour, nous sommes de retour à notre symposium pour le premier panel de la journée dont l'objectif est de parler des lignes directrices devant guider la relance. Alors je me présente, je suis Yves Saint-Maurice, je suis consultant en économie, je suis aussi chercheur à la chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke et je suis aussi président du comité des politiques publiques de l'Association des économistes québécois. Alors je vous explique d'abord le déroulement du panel. Alors d'abord, je vais présenter nos trois panélistes de renom, quand même. Et ensuite, je vais faire moi-même une introduction, ne serait-ce que pour mettre la table à nos discussions par la suite. Chacun de nos panélistes fera ensuite son allocution qui durera environ 7 à 8 minutes. Par la suite, suivra un échange, une discussion entre nous qui durera autour de 15 minutes. Et une période de questions va suivre de la part du public. C'est Marie Grégoire, notre animatrice et complice de la journée, qui fera la période des questions du public. Alors, je vous invite, par le fait même, à poser vos questions à nos panélistes à travers la plateforme que vous utilisez actuellement. Donc, avant de commencer, en fait, sans plus tarder, je vais plutôt vous présenter nos trois panélistes. Donc, vous avez ici à ma gauche, vous avez M. Henri-Paul Rousseau. Bonjour. Bonjour. Donc, M. Rousseau est professeur associé à HEC Montréal et il est aussi fellow à Cyrano. Bonjour, monsieur. Bienvenue au panel. Monsieur Jean-Pierre Lessard, bonjour, alors, qui est cofondateur de Avisio Conseil. Avisio Conseil, qui est une firme d'experts conseils ou de services conseils en stratégie et en économie. Alors, bienvenue, monsieur Lessard. Et vous avez madame Geneviève Morin, qui est présidente directrice générale de Fonds d'Action, qui est un fonds de travailleurs qui essentiellement, ou qui s'occupe particulièrement du développement durable. Bonjour. Si je me trompe pas. Donc, bonjour, donc bonjour. Bienvenue. Et j'en profite pour vous dire d'ailleurs que nous avons trois économistes sur la salle, donc les trois personnes ont une formation en économie. Donc, Mathieu nous l'a bien expliqué tantôt, il y a eu un impact quand même assez important sur l'économie mondiale et le Québec n'y a pas échappé, hein, avec quand même 40 de l'économie qui a été fermée pendant à peu près 8 semaines, donc c'est quand même assez important. Donc, et on voit aussi que on n'est pas à l'abri d'une seconde vague, c'est-à-dire qu'on le voit dans certains pays, donc on n'est pas vraiment à l'abri de ça. Donc, il y a encore beaucoup d'incertitudes qui existent quant à l'évolution de la pandémie et par ricochet quant à l'évolution de l'économie en général aussi. Donc, ça va de soi. On est donc dans une grande période d'incertitude, mais je pense que ce n'est pas une raison valable pour nous empêcher d'envisager tout de suite un plan de relance. Je pense qu'il faut vraiment commencer à travailler là-dessus. Donc, je ne passerai pas à travers tous les programmes de soutien ou d'aide qui ont été mis en place pour soutenir l'économie. Ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment plus de regarder en avant. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans une deuxième étape? Je pense qu'on est capable actuellement de voir quels ont été les dégâts, hein, finalement, de cette pandémie-là sur l'économie. Je pense qu'il est temps de passer à la deuxième phase. Une deuxième phase qui consisterait, ne serait-ce que dans un premier temps, de revenir au niveau de production où on était avant la pandémie et surtout de ramener la prospérité, finalement, de l'économie québécoise. On sait actuellement, les gouvernements travaillent sur les plans de relance qui devraient être annoncés probablement cet automne. D'ailleurs, même la France, ce matin, a annoncé son propre plan de relance de 100 milliards d'euros. Donc, c'est même assez important. Donc, je suis sûr qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont à l'écoute aujourd'hui pour justement prendre des idées. Donc, ça va être l'occasion pour vous d'exposer votre vision, finalement, des lignes directrices que devrait prendre le plan de relance comme tel. Donc, avant de vous laisser la parole, je veux juste mettre certains éléments ramener certains éléments que je pense que c'est important dans un plan de relance, dans le plan de relance qui s'en vient. Le premier, c'est de savoir que le Québec a quand même surperformé avant la pandémie. Donc, rappelez-vous, on parlait de pénurie de main-d'œuvre. Donc, on était dans une situation de pénurie de main-d'œuvre. Donc, ça, c'est pas parti. Donc, c'est la démographie. Et probablement que ça va rester, et probablement qu'on aura le même problème par la suite. Donc, ce n'est pas un problème qui disparaît avec la pandémie. Donc, il faut toujours garder ça en tête, qu'on était dans une situation de pénurie de main-d'œuvre, d'utilisation de la capacité de l'économie quand même assez importante. Deuxième élément, la pandémie a fait aussi ressortir des faiblesses de l'économie. C'est-à-dire qu'on a vu que les chaînes d'approvisionnement étaient coupées. On a vu qu'on était dépendant de biens de l'étranger pour certains biens essentiels. On parle des biens médicaux, on parle de l'alimentation, etc. Donc, c'est essentiellement dû à la grande ouverture de l'économie du Québec, mais il faut penser que la grande ouverture de l'économie du Québec, c'est aussi une source de prospérité pour le Québec aussi. Donc, je pense qu'il faut garder ça aussi en tête, en toile de fond. Donc, je pense que c'est important. Troisièmement, on constate aussi qu'il y a des effets sectoriels et même géographiques qui sont un peu atypiques actuellement avec la pandémie. Au niveau sectoriel, on comprend que tout ce qui est secteur lié à la mobilité ou lié à la proximité, là, je pense à services d'hébergement, restauration, transport public, etc., tous ces secteurs-là sont vraiment fortement
touchés par la pandémie. Donc, ce pas des secteurs qui sont traditionnellement touchés par une récession traditionnelle, mais là, sont vraiment fortement touchés de plein fouet là, par la pandémie comme telle. Et même au niveau géographique, on s'aperçoit que les centres-villes sont vides. Donc, il n'y a pas d'activité économique qui se fait au centre-ville, alors que cet été, avec la fermeture des frontières, les régions ont connu des saisons touristiques absolument exceptionnelles. Donc, ça, c'est des éléments aussi que je veux ramener, côté géographique et côté sectoriel atypique. Je vous rappelle aussi que, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'une récession atypique va amener une reprise probablement atypique. Une des questions que je pose, c'est est-ce qu'on devra avoir besoin d'un plan de relance qui sera aussi atypique? Est-ce que les mesures qu'on met en place ou les programmes qu'on met en place dans une récession traditionnelle, est-ce qu'ils sont encore bien adaptés? Et s'ils ne sont pas, qu'est-ce qu'on devrait faire à ce moment-là? Donc, je pense que c'est important qu'on réfléchisse à ça. Donc, je pousserais même l'audace à dire, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un plan de relance? Est-ce qu'on a besoin plutôt d'un plan de réadaptation, de réorganisation, de restructuration de certains secteurs de l'économie, tout simplement? Est-ce qu'on devrait avoir un plan de relance qui est plus chirurgical, je dirais, donc des secteurs bien particuliers? Et à la limite, est-ce qu'on veut revenir où est-ce qu'on était avant? Je pense au commerce de détail, par exemple, qui faisait déjà face à plusieurs défis avant la pandémie. Est-ce qu'on veut les ramener où on était avant ou est-ce qu'on ne veut pas profiter de l'occasion justement pour repenser l'avenir de ce secteur-là ou la structure de ce secteur-là? Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête au niveau de la mise en place d'un plan de relance comme tel. Finalement, il y a plusieurs enjeux qui étaient là avant la pandémie. Je parle essentiellement de... on avait l'espoir d'avoir une économie plus verte, avoir une économie plus inclusive, avoir une économie plus juste, plus équitable. Ça, j'imagine que ça devrait rester, ça devrait transparaître aussi dans les plans de relance. Donc, tout ça mis ensemble, on s'aperçoit que c'est quand même assez complexe actuellement de mettre un plan de relance sur pied. C'est un grand défi. Puis là, je me souviens du cube Rubik que Luc Godbout nous a présenté au début de la journée. Ça illustre très bien la complexité de mettre en place un plan de relance. Donc, j'y vais directement. Alors, je vous pose la question directement. Je vais commencer par M. Rousseau. Alors, pour vous, c'est quoi la vision que vous avez d'un plan de relance, vous, les lignes directrices, dans le contexte actuel, justement, d'une reprise qui est plutôt atypique comme ça? Merci de l'invitation et bravo pour ce symposium. Je commencerai par 3 remarques préliminaires. La première, un peu comme a dit Mathieu tout à l'heure, on est dans l'avec-COVID pour un autre 12 mois au minimum. Et ça veut dire qu'on a encore beaucoup cette période d'incertitude, cette période d'ambivalence, d'ambiguïté et de tâtonnement à gauche, à droite sur certains aspects nouveaux. Donc ça, c'est pas uniquement la deuxième vague, c'est que l'environnement de l'avec-COVID est avec nous pour au moins 12 mois minimum, peut-être plus. Ma deuxième remarque, c'est que la reprise, on a dit que c'était une reprise en V, donc c'est un rebondissement, en U, donc un lent rebondissement plus tard, ou en W. Moi, je vous propose une reprise en K. Pourquoi en K? La lettre K, ben, ça a fait boum, la première barre du K, on descend. On dégringole. On remonte grâce au programme de soutien. Mais à mi-chemin de la remontée, on a 2 trucs qui se passent. On a beaucoup de gens qui sont encore confinés parce qu'on fait un déconfinement partiel. Donc, on a la dégringolade et le maintien en bas de ceux qui ne peuvent pas retourner au marché du travail, ne peuvent pas relancer leur entreprise. Et on a la partie du haut, ceux qui étaient déjà numérisés, qui étaient déjà avantagés par avant la COVID, qui maintenant, eux, accélèrent. Donc, ça fait un vrai cas. Et on a beaucoup de perdants et beaucoup de gagnants. Cette reprise-là et cette caractéristique-là fait en sorte que quand on veut définir le plan de relance, il faut aussi le mettre dans le contexte que l'économie mondiale subissait déjà de fortes pressions déflationnistes. Pourquoi? Vieillissement de la population, économie fossile, toute l'énergie fossile dont les prix sont en baisse pour des bonnes raisons. La transition éco-énergétique est commencée, elle va perdurer, ça va prendre du temps, mais les prix sont déprimés. Et enfin, on a la révolution scientifique et numérique qui bouscule les modèles d'affaires, change la dynamique industrielle et fait en sorte que ça crée, effectivement, ça accentue des perdants et des gagnants. La troisième remarque préliminaire, c'est de dire que dans ce contexte-là, il faut réfléchir à un plan de relance qui va avoir comme caractéristique, de nous aider à gérer la crise sanitaire. Il faut continuer à mettre d'avant, la ministre l'a dit tantôt, il faut continuer à mettre de l'avant ce qui peut aider à gérer la crise sanitaire, on n'a pas le choix. La deuxième, c'est qu'il faut effectivement que cette reprise-là soit
ait un impact immédiat, qu'il y a des choses qui se passent maintenant parce qu'on a besoin de sortir de cette situation. Mais la troisième, plus importante à mon avis, c'est qu'il faut penser à long terme. Ouais. Il faut penser à un plan qui est à long terme et non pas juste subir les pressions. Dans ce contexte-là, je vous dis ceci. On aurait voulu imaginer un scénario par lequel on aurait fait la démonstration noir sur blanc à travers la planète que la numérisation est fondamentale dans le monde moderne. Pour moi, la numérisation, c'est aussi important que l'invention de l'imprimerie par Gutenberg autour des années 1450 et qui a fait en sorte que l'imprimerie a changé, ça a donné lieu à ce qui a suivi les siècles. En fait, c'est ça qui a impacté le millénaire de façon fabuleuse. Bien, la numérisation, robotisation, qu'on le veuille ou pas, elle est là. Et la démonstration a été faite par la crise. Très, très rapidement, ceux et celles qui n'étaient pas ajustés à ce nouvel environnement ont dégringolé. Certains ont dégringolé à cause du confinement, mais la grande dégringolade et comment les marchés boursiers ont réagi, c'est dû au fait qu'on était soit dans le monde moderne ou dans l'ancien temps. Okay. Donc, créer des emplois, créer de la richesse, augmenter la productivité passe nécessairement par un effort collectif de numérisation et de robotisation. Là, vous allez me dire, bien, ça va détruire de l'emploi. Non. Si on ne le fait pas, on va perdre des emplois. La preuve vient d'être faite. Les secteurs qui n'étaient pas prêts à se numériser, qui n'étaient pas compétitifs, qui n'étaient pas capables d'être productifs, pouf, ils sont en train de faire faillite plusieurs d'entre eux. Conséquence de quoi? C'est pas penser à protéger le passé qu'on va gérer l'avenir. Il faut vraiment faire un effort. Je vous propose donc que dans le plan de relance, pour moi, je l'ai écrit dans un cahier du Cyrano, dans les cahiers Bourgogne, le panier bleu, j'adore le projet du panier bleu. Je trouve que c'est une idée géniale. Je ne suis pas un protectionniste, je ne veux pas fermer notre économie, mais je pense que l'achat local est bien fait, doit être au cœur d'un plan de relance. Je suis pour ça. Maintenant, comment le faire? J'ai proposé dans ce texte que ça doit se faire de façon moderne. Il faut utiliser le prétexte du panier bleu pour numériser nos entreprises, nos organisations privées et publiques. Et une des choses que tout le monde connaît, c'est la taxe, la TVQ, la TPS. On la paye tous, consommateurs comme entreprises. Et ma proposition, c'est de faire en sorte qu'on bâtisse une infrastructure numérique en numérisant la TPS, la TVQ. Ça voudrait dire que l'ensemble de notre économie serait capable de se parler numériquement. Ça veut dire que les entreprises seraient capables de parler au gouvernement de façon numérique. Et on peut le faire grâce à deux technologies, les technologies de traçabilité et les technologies de blockchain ou de chaîne de blocs qu'on appelle, qui n'ont pas obligé d'être sur le même type ouverte que le Bitcoin, mais peuvent être fermés et privés et protéger les données individuelles, la vie privée, tout ça, ça se fait. Il y a des pays qui sont en train de le faire, d'autres ont réussi à le faire. Donc, pour moi, ce projet-là est le cœur. Et je le compare à la baie James, je le compare à mettre en place du système d'éducation, du système de santé. Ces grands projets-là, ils ont été structurants. Ils ont fait en sorte qu'aujourd'hui, on en profite encore. Et donc, pour moi, c'est l'idée de bâtir non pas une numérisation comme ça, mais une infrastructure numérique qui va couvrir l'ensemble de notre économie. Et dans ce cas-ci, on doit le faire avec le gouvernement fédéral et les autres provinces. Mais ce serait un beau projet qui ferait en sorte qu'on va vraiment se démarquer et avoir des outils modernes de gestion pour l'ensemble de l'économie. C'est mon premier projet. Mon deuxième, c'est que les crises, là, il y en a eu à chaque 10 ans, chaque 8 ans. Il va y en avoir d'autres. Et à chaque fois, on recommence. À chaque fois, on réinvente la roue. À chaque fois, on prend le bas de combat. Pourquoi on n'aurait pas la notion de réserve stratégique? C'était aussi un truc que j'ai écrit dans un cahier du Cyrano. Une réserve stratégique qui également serait numérisée, qui n'est pas une réserve stratégique de dire on met dans un frigo ou dans un entrepôt des trucs. Non, c'est un plan stratégique de gestion des risques systémiques. Et ce plan-là permettrait de réagir de façon plus ordonnée. Mais au moment où on le ferait aujourd'hui, c'est une augmentation des inventaires, c'est une augmentation des ressources, des investissements majeurs, et ça crée un impact économique important, cette réserve stratégique. La troisième, eh bien, les secteurs économiques et les grandes régions du Québec ont besoin de consolider et de moderniser leur écosystème. On a déjà des très bons écosystèmes de développement régional, de développement sectoriel. On les a bâtis au cours des dernières années. J'entends par écosystème le fait que si vous allez dans la région de Saint-Hyacinthe, par exemple, bien, l'agroalimentaire, c'est fort. Il y a tout un réseau d'entreprises, d'institutions privées, publiques, de joueurs qui sont autour de l'agroalimentaire. On a la même chose pour l'aéronautique, on a la même chose pour différents secteurs. Et on a aussi des régions qui se démarquent de d'autres. Chacune de ces régions, secteurs, a ses écosystèmes. Ma proposition numéro 3, c'est qu'il faut les renforcer.
Comment les renforcer? Bien, nos ministères, nos agences provinciales, nos agences même fédérales, nos grandes villes, nos Hydro-Québec, toutes nos grandes institutions publiques devraient participer au renforcement de ces écosystèmes-là pour que les écosystèmes se modernisent eux-mêmes et aident les entreprises à se numériser, à se robotiser et créer cet effort collectif. Dans ma compréhension à moi, c'est que si on va trop vite, on va chercher les résultats demain matin, on risque d'avoir peut-être des résultats. Mais je pense qu'on a ici une opportunité de bâtir quelque chose de plus grand, de plus long, et de pouvoir dire dans 20 ans, eh bien, on a bâti l'infrastructure numérique du Québec, on l'a modernisée, et ça a permis de créer de la richesse. Je suis convaincu de ça et je crois que cet effort-là ne peut pas se faire sans un effort collectif, le gouvernement au centre, et les principaux joueurs autour. C'est un effort collectif qui ne peut pas être déclenché d'en haut, mais qui doit être fait de façon où les gens participent et les outils de gestion modernes permettent de mettre autour de la table les principaux joueurs. J'arrête ici, je vous laisse à 40 secondes pour les autres. C'est bien, je trouve ça intéressant. Non, je comprends bien, vous avez 3 points. L'infrastructure numérique. C'est un point, mais je le fais en 3 projets. Soit le cahier bleu, oui. le panier bleu, soit la réserve stratégique et la décentralisation et par les politiques d'achat public d'aller aussi vers le numérique. Tout à fait. J'aime bien ça. J'aime bien cet aspect long terme. En tout cas, vous traitez très bien l'aspect long terme. Je passe la parole maintenant à Jean-Pierre et je repose exactement la même question. Hein. Qu'est-ce que tu as comme vision au niveau des lignes directrices, au niveau du plan de relance dans le contexte actuel? Bien, merci Yves. Merci de l'invitation aussi. Je pense que la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a besoin d'intervenir? C'était assez clair avec la présentation de Mathieu ce matin. C'est qu'il y a un risque de perte de richesse nette pour le Québec et plus que la reprise va prendre du temps, bien, plus qu'on va perdre de la richesse. Donc, il y a une justification d'intervenir. Fait que pour moi, c'est très clair de ce côté-là. Tu sais que on se connaît depuis plusieurs années, je suis quelqu'un d'assez positif, optimiste dans la vie, mais je vais me permettre un ne pas comme principe. C'est craquer nos infrastructures, comme on fait d'habitude quand il y a une récession. Déjà, avec le plan québécois des infrastructures, on a de la misère à livrer 85 du plan, qu'on a une espèce de capacité limitée à livrer des infrastructures publiques. Et même notre secteur de la construction qui a une limite à sa productivité, là, qui pourrait être améliorée, soit dit en passant, mais fait que c'est pas la réponse à donner. Puis moi, je mets une alerte à l'inflation aussi de ce côté-là. Déjà, dans les 5 dernières années, dans les indices de prix de la construction institutionnelle, commerciale, bien, l'inflation est de 2 fois plus élevée, 3 fois même que l'indice général des prix. Je pense qu'il y a 2 grandes catégories d'intervention qu'on devrait avoir. La première, c'est la gestion des impacts. Puis la deuxième, c'est les leçons apprises. Donc, la première, faut voir qu'on a eu une crise sanitaire d'envergure. Tout le monde en a parlé là, déjà ce matin, mais c'est un choc externe qui a réduit notre consommation des ménages puis qui a empêché les entreprises de produire. Il faut un peu traiter ça comme une catastrophe naturelle. Si on avait une catastrophe naturelle, on interviendrait dans une région, mais là, c'est à la grandeur de la planète. Je mentionnerais qu'on a eu des gagnants. Là. Ça a été évoqué aussi. Là. Si vous cherchiez un kayak dans les dernières semaines, je pense que vous avez eu de la misère. Un vélo. Bravo tout le monde. La consommation d'alcool a augmenté de 6-7 Bon, par contre, il y a des grands secteurs qui l'ont eu plus difficile. Tu en as évoqué plusieurs. On pensait au secteur, la culture et tout. Donc, il faut être beaucoup plus ciblé. Il faut faire attention pour ne pas tirer à la mitraillette aussi. Une entreprise qui avait de la difficulté en février va continuer à en avoir après, quand on va avoir repris ce qu'on a perdu. Fait qu'il faut faire attention. Il y a un rôle du secteur financier aussi, là, que je pense qui est important. Une entreprise qui était bien gérée, qui était rentable en février 2020, il faut l'aider, ça vaut la peine, il faut être patient. On ne gagnera rien à la laisser faire faillite puis attendre beaucoup plus longtemps que la reprise. Donc, il faut vraiment l'aider. Donc, le système financier, il faut qu'il soit patient. La deuxième catégorie d'intervention, c'est les leçons apprises. Puis je vois un peu dans le même sens que M. Rousseau. On a des lacunes dans notre économie. Je pense qu'on les a vraiment... Ça a fait mal un peu. Là, hein? La main-d'œuvre, ça a été quelque chose de vraiment important. On a vu qu'il nous manquait des ressources dans certains secteurs stratégiques, diablement importants, ne serait-ce que pour la santé. Hein? Puis il n'y a pas de substitut à la santé. Là, fait que c'est comme fondamental.
Mais il va falloir se poser la question. Il y a des gens qui n'ont pas les bonnes compétences dans l'économie d'aujourd'hui. Il va falloir leur permettre de se requalifier. Il va falloir leur donner du temps pour se requalifier. On a 125 000 jeunes qu'on appelle des NIF, là, qui sont ni en emploi, ni aux études, ni en formation. Moi, j'étais content d'entendre le ministre ce matin parler d'éducation. C'est un des grands leviers de développement économique. J'ajoute comme lacune notre dette technologique. Là, je vais dans le même sens que M. Rousseau encore. Mais là, je vais parler des infrastructures Internet cellulaires. On est capable d'envoyer des robots sur Mars, mais on n'est pas capable de partager des poteaux. Pour moi, c'est comme une hérésie. Il faut régler ça, puis pas dans la prochaine décennie. Là. Il y a des régions qui sont déjà 20 ans en retard à cause de ça, puis c'est pas de leur faute. Puis je peux faire une prédiction. La 5G, il va se passer la même chose si on ne prend pas ça en main, si on n'a pas une vision large, puis qu'on a une espèce de notion d'infrastructure publique là-dedans. Sinon, ça va juste se ramasser dans des centres très, très urbains, très, très denses, puis il y a plein de régions qui vont prendre encore un grand retard technologique. Je vais évoquer les compétences de gestion, la découverte de la gestion des liquidités. Il y a beaucoup de gens qui ça a été un choc, là. Fait que puis, ou la gourmandise des propriétaires investisseurs, il va falloir peut-être faire attention. C'était succulent d'entendre quand même Sophie Brochu là, pendant la crise en parlant, en disant qu'il faut être plus prudent que ça. C'était fou quand même comment beaucoup d'entreprises se sont mises vulnérables. Un message du consultant aussi, quand on fait des plans stratégiques puis qu'on offre un peu de gestion de risque, il faudrait cocher l'option oui. Je pense que ça va peut-être être un peu plus populaire dans les prochaines années. Les chaînes d'approvisionnement, mon Dieu, ça a fait mal, ça, comme lacune. On parle d'approvisionnement de médicaments, par exemple, ou même l'agroalimentaire. On a été chanceux que la bibite ne se transmette pas dans la nourriture. Là. Sinon, les frontières auraient été vraiment plus étanches qu'elles l'ont été. Donc, je reviens à une stratégie, dans le fond, pour insister davantage la reprise. Moi, je pense qu'il faut avoir un plan. Puis un plan, c'est pas des mesures dans un budget, là. Puis il n'y a rien de clair dans un budget, je m'excuse, là, surtout en économie. Donc, il faut vraiment avoir un plan de développement économique. Puis là, je n'ai pas utilisé le mot relance encore, là, depuis 6 minutes, parce que pour moi, c'est spontané, la relance, ou c'est vraiment ce qu'on avait dans le passé. Il faut s'inscrire, oui, dans le long terme, agir à court terme. Puis, comme tu as évoqué, il ne faut pas revenir à ce que c'était avant, parce que je pense que c'est un peu reculé si on va dans cette philosophie-là. Ils ont été nombreux à recommander une reprise qui mettait l'environnement au centre. Écoute, c'était magique quand même. On a eu le conseil du patronat avec Équiterre qui ont écrit une lettre dans ce sens-là. J'ai fait « wow, OK, là, il y a quelque chose qui se passe. » Moi, je suis de cette approche-là. Mais il faut saisir des opportunités et il faut pardonner les risques aussi. Là, on entend des fois, oui, il y a des choses qui ne marchent pas bien, qui peuvent s'expliquer. Il faut les calibrer, il faut les mesurer, il faut avoir une base de fait sur ces risques-là. Mais il faut pardonner quand ça fonctionne. On a un peu de misère, je pense, au Québec avec ça. Je vais donner des exemples peut-être d'orientation, des choses un peu concrètes là, qui pourraient faire partie d'un plan. Je pense qu'il faut se mettre dans une logique, les 10 prochaines années, on va être dans une logique d'économie continentale. Là. Ça va être très nord-américain. C'est une opportunité folle pour notre rôle de fournisseur d'énergie renouvelable. On a un voisin qui s'est drôlement mis encore dans une situation de vulnérabilité. Hein, l'histoire se répète. Je ne le nomme pas, mais je pense qu'il y a peut-être une occasion de tendre la main puis de faire des partenariats puis aller au-delà de ce qu'on fait en ce moment. Il faut se donner une vision d'ensemble sur la filière du transport électrique. Puis je ne parle pas juste de la voiture. Là. Il y a des choses déjà on peut faire ça de la mine à la manufacture. Il y a vraiment des opportunités qu'on peut aller chercher là-dedans. Et moi, mon dada, c'est l'hydrogène vert. On a une occasion magique d'avoir accès à un marché de 900 milliards de dollars à l'échelle mondiale qui va régler notre mix énergétique pour nos processus industriels et le transport lourd qui est plus difficile. Bref, Yves, parce que je te vois avec ton regard perçant sur le temps. Moi, je m'intéresse à la création de richesse. Prêtais l'expression. Je sais qu'il faut travailler sur le top line. C'est pas un nez pour le déficit. J'ai hâte d'entendre les prochains panels. Puis surtout, il faut intégrer des mesures concrètes, pragmatiques, mais qui ont des effets dans le long terme, dans une vraie stratégie. Merci. Merci, Jean-Pierre. Donc, j'avoue que
le long terme ressort beaucoup aussi de ton côté. Donc, investir à long terme, un peu comme M. Rousseau le disait. Donc, ça ressort dans les deux présentations. Alors, merci beaucoup, Jean-Pierre. C'est super intéressant. Madame Morin, alors, je vous repose, vous aussi, exactement la même question. Quelle est votre vision des lignes directrices que devrait prendre Relance dans le contexte actuel? Bien, je pense que je vais m'inscrire ensuite de mes illustres collègues. Pour moi, c'est certain que ça prend une vision de long terme, mais dans le sens où la pandémie, ce qu'elle a démontré principalement, c'est que l'économie qu'on avait avant la crise n'était pas une économie durable. Et que donc, c'est pas la relance de l'économie qu'il faut faire, c'est la transformation de l'économie. Il faut amener une économie qui est nouvelle et qui, elle, est basée sur des principes d'équité, d'inclusion, une économie qui est verte aussi, puis une économie qui est performante, donc qui valorise l'innovation, l'exportation et la productivité. Donc, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que le capital est disponible pour appuyer cette transformation-là, pour cette transformation positive-là, parce qu'on est dans une crise qui n'est pas financière. Donc, il y a de l'argent disponible, il y a des fonds, des fonds d'investissement comme le nôtre qui sont prêts à investir. Puis en plus, pendant la COVID, on a même remarqué que les marchés financiers se sont mis à constater aussi cet aspect de résilience importante en investissant massivement dans les indices et les fonds ESG. Tout ce qui était finance durable et tout ça a connu des rendements bien meilleurs et des croissances bien meilleures. Donc, il y a un intérêt à aller vers la transformation positive. Ensuite, le problème, c'est comment on fait ça. Quelles approches on peut prendre pour concrètement s'en aller vers cette direction-là. Alors, je vais vous parler de 3 approches et une 4e englobante. La première, donc, c'est l'éco-fiscalité puis la réglementation. Il faut qu'on utilise l'éco-fiscalité avec une réglementation qui est structurante, qui est prévisible, pour orienter les investissements et pour créer des marchés. On l'a fait avec le marché du carbone et nous, on a pu, à ce moment-là, appuyer ça en créant un fonds qui s'appelle Indensis qui achète d'avance les gaz à effet de serre qui vont être produits par des projets. Et donc, ça permet le déploiement de projets environnementaux. Mais ça le permet parce que le marché du carbone existe. Et il faut utiliser oser prendre ce virage-là, qui est un virage qui est nécessaire pour la transformation et surtout pour répondre à l'urgence climatique. La deuxième approche, c'est qu'il faut au niveau des aides gouvernementales et des appuis, qu'on soit très ciblé. Je pense que là aussi, je rejoins mes collègues. Tous les secteurs n'ont pas été touchés également, donc il va falloir adapter, il va falloir être flexible, il va falloir être innovant dans nos façons d'approcher les différents secteurs. Il y a des ressources dans chacun de ces groupes-là qui sont prêts à mettre des choses de l'avant. Je voudrais souligner, je me permets de le faire, l'impact important que la crise a eu sur les femmes qui étaient dans des secteurs particulièrement mous, qui ont aussi subi les impacts de l'absence d'école puis de garderie et qui se retrouvent finalement, la Banque royale nous a dit ça cet été, là, à une participation au marché du travail qui est celle d'il y a 30 ans. Alors, quelque part, il faut trouver des façons de ramener, et je pense que ça illustre bien les gens qui ont perdu, qui sont allés dans cette partie-là du cas, et auxquels on doit offrir des opportunités de formation, d'accompagnement, de transformation pour qu'ils embarquent dans la nouvelle économie. Je voudrais aussi, quand on parle des aides, souligner ma préoccupation face au haut taux d'endettement des entreprises. On avait des entreprises qui avaient fait des emprunts pour productivité, tout ça, là, pour améliorer leur machinerie. Quand elles sont rentrées dans la crise et que là, les aides ont été beaucoup sous forme de dettes et de moratoire, donc pas besoin de rembourser, des revenus qui sont en baisse et des frais fixes qu'il faut payer, quelque part, les dettes se sont augmentées. Et donc, on se retrouve là avec des entreprises qui sont endettées, donc plus fragiles, moins enclines à investir, moins audacieuses. Et donc, ça va ralentir la croissance. Et des PME qui sont très endettées, il y en a partout au Québec et il va falloir s'occuper de ça. Et il va falloir le faire notamment en recapitalisant nos champions. Je rejoins le concept des entreprises qui étaient bien gérées, solides avant la crise. Et on ne doit pas les laisser pris avec leurs problèmes. On doit collectivement se réunir puis essayer de les recapitaliser. Et là, j'amène ma 3e approche qui est il faut canaliser l'argent, le capital qui est privé. Parce que le gouvernement
il y a de l'argent, mais il ne pourra pas tout faire tout seul. Il faut que l'ensemble de la communauté embarque. Et pour ça, ça va prendre des initiatives un peu nouvelles. Par exemple, il est utilisé ailleurs dans le monde et moins ici, le financement mixte. Financement mixte qui permet d'attirer des capitaux vers des endroits où normalement ils n'y vont pas naturellement, mais qui sont importants pour le gouvernement. Ça pourrait être les infrastructures numériques, ou ça peut être l'efficacité énergétique, des choses qui ont des impacts positifs sur la société et où l'argent n'arrive pas tout seul. Alors, avec le financement mixte, le gouvernement, au lieu de financer 100 de ce qu'il veut qu'il se passe, du projet qu'il veut qu'il se passe, en finance 20 mais il le fait à des modalités qui renforcent le rendement, qui améliorent le rendement ou qui diminuent le risque pour les investisseurs privés qui peuvent compléter. Il lie ça avec la notion d'impact, donc des retombées qui sont recherchées. Et comme ça, il peut multiplier ses impacts pour le même dollar. Donc, il y a des méthodes qui peuvent être utilisées pour favoriser plus d'implication. Et là, j'amène le quatrième, c'est-à-dire qu'au-delà de tout ça, toutes ces façons différentes de le faire, ce qui est important, c'est d'amener tout le monde dans une concertation sur le type de nouvelle économie qu'on veut faire pour qu'on puisse vraiment diriger l'aide, l'emphase. Il ne faut pas juste aider les entreprises qui sont en difficulté. Certains qui gagnent en ce moment ont besoin d'être appuyés pour pouvoir gagner encore plus et aller prendre du marché. Il faut aussi appuyer ces entreprises-là. Tout ça nécessite une concertation. Donc, il y a des organismes patronaux, syndicaux, communautaires qui, dans les derniers mois, ont tous appelé à ce type de transformation de l'économie. Au Québec, on a toutes sortes de beaux outils et d'organisations. On a l'avantage aussi d'avoir plusieurs outils économiques qui ont une propriété collective, soit Desjardins, le Fonds de solidarité, la Caisse de dépôt, IQ, nous, donc qui ont des préoccupations de développement économique. L'idée, c'est de tous travailler ensemble, de faire un effort collectif, de faire preuve de flexibilité et d'audace pour réussir à vraiment accélérer la transformation de l'économie. Merci. Très intéressant et je suis vraiment surpris par votre grande discipline. Tout le monde a respecté son temps. Ouais. C'est vraiment c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, je vois dans vos dires un élément commun, beaucoup axé sur le futur et la technologie beaucoup. Donc, les gens, ce que j'entends, c'est qu'on veut s'appuyer beaucoup sur la technologie, la numérisation. En tout cas, au niveau de la relance, j'entends que c'est quelque chose qui semble être commun pour vous trois. Alors, la question que je me pose, c'est que les investissements des entreprises, les entreprises, déjà avant, avaient de la difficulté à investir. On dirait qu'il y a comme... Il y a comme un élan qui n'est pas là au niveau de l'investissement. On dirait que c'est dur à démarrer. Il y a des programmes qui existent. Il y a toujours eu des programmes qui existent pour essayer de stimuler l'investissement, favoriser l'investissement, pas forcer, mais aider les entreprises à investir. Et on ne le voyait pas avant la pandémie. Alors, j'ai de la misère à le voir avec la pandémie actuelle, que les entreprises vont... Surtout qu'on est dans une période de grande incertitude. Là. On s'entend que l'investissement des entreprises, c'est pas facile actuellement d'investir parce qu'on a beaucoup d'incertitudes. J'ai de la misère à voir comment on pourrait faire un plan de relance ou qu'est-ce qui s'apprendrait pour que les entreprises décident vraiment d'investir, notamment dans la numérisation. En tout cas, il semble y avoir un consensus là-dessus, au niveau de la technologie, au niveau de la numérisation. Qu'est-ce que ça prendrait dans un plan de relance pour vraiment inciter les entreprises à investir dans l'aspect numérique, dans l'aspect technologie? Et là, j'arrive avec ce que le ministre Kerr a annoncé cette semaine, où il veut transformer, où il veut numériser finalement le gouvernement. Est-ce que le gouvernement ne devrait pas d'abord lui-même investir massivement dans la transformation du gouvernement pour le numérique, pour servir finalement d'exemple à l'ensemble de l'industrie ou à l'ensemble des entreprises pour justement investir et avoir une vision d'avenir? Hein? Moi, je privilégie la notion d'infrastructure numérique collective. Pour moi, c'est aussi gros que quand on a créé les barrages d'Hydro-Québec, la baie de James, c'est un grand truc, mais c'est numérique, c'est pas physique. Okay? Bon, si on admet ça, je vais aussi faire le point entre le lien entre une économie qui est numérisée et l'écologie.
Oui. Parce que quand on est numérisé, ça veut dire qu'on a des sensors, des mesures partout, et on sait d'où viennent les choses. On est capable de retracer, on est capable de mesurer l'empreinte écologique du bien qui nous est offert. Et ça, c'est très important. Donc, pour moi, la numérisation, c'est pas opposé à l'écologie, ça va ensemble. OK, d'accord? Je vais faire ce point-là. Donc, sur votre question, pourquoi les entreprises, et le contexte est extrêmement difficile, vous avez raison. C'est pour ça que moi, je vois un effort collectif d'un grand projet sous l'orchestration du gouvernement qui, lui, fait la numérisation d'une partie de ses impôts, des taxes, qui sont des taxes indirectes. Et comme on sait que ça touche tout le monde, eh bien, on est capable de faire un plan avec des fournisseurs qui sont nombreux à travers tout le Québec et le Canada pour que ça arrive. Ça ne se fera pas instantanément. C'est une grande aventure, mais c'est une aventure importante qui permettrait à mobiliser les ressources financières, intellectuelles et physiques, dans le fond, pour faire en sorte que ça se fasse. Ça va être difficile de relancer les investissements privés s'il n'y a pas un plan comme ça qui embarque tout le monde un peu dans la même chaloupe avec des géométries variables pour différents secteurs. Je comprends tout ça et c'est très compliqué, mais ça peut se faire dans une optique de grands projets collectifs. Si on attend à ce que chaque entreprise essaie sa numérisation, en fait, depuis 7-8 ans, il y a eu beaucoup d'efforts d'éducation, de toutes sortes de trucs qui ont été faits, puis ça n'a pas vraiment donné l'impact qu'on souhaitait. Ajoutons maintenant qu'on a plusieurs entrepreneurs qui sont plus âgés, qui cherchent la relève. Ils ont déjà un problème d'endettement versus de capital. Et là, on leur demande d'investir pour numériser. Ça va être tentant de vendre. Oui. Donc, il y a ça aussi qui est là. Donc, tout ça fait une problématique vraiment importante pour la... C'est pour cette raison qu'à mon avis, un grand projet qui mobilise, qui ferait en sorte que les institutions que nous avons, privées comme publiques, seraient appelées dans cette grande concertation pour faire en sorte que ce projet se réalise. Ça prend des projets pilotes, il faut étudier ça comme il faut engager les grands joueurs de notre industrie dans le secteur. Mais je pense à un projet comme ça qui est l'équivalent de quand on a fait la Baie James ou quand on a fait les grands projets. Je le vois comme ça. Je peux me tromper, mais j'ai de la difficulté à penser que ça va se faire par le laisser-faire. Je pense que ça ne se fera pas. Je pense qu'il y a trop d'obstacles à cette... Et on va prendre du retard, comme on a pris déjà. On est très en retard sur le plan de cette numérisation et robotisation. OK. Donc, vous voulez évidemment que le gouvernement prenne le lead de tout ça? Mais pas le gouvernement seul. C'est de rassembler tout le monde. C'est le gouvernement au centre avec les joueurs autour. Ça ne peut pas se faire de ex-cathédra, top-down. Il faut que ce soit vraiment... et c'est un grand projet qui demande études, qui demande pilotes, qui demande tests, qui demande tout ce que vous voulez. Mais quand on a fait la Baie James, puis on a fait les grands projets structurants pour l'économie du Québec, ça a été comme ça. Ça a pris du temps, ça a pris de la planification, c'est pas des trucs... Et là, on pense qu'on va s'équiper de façon numérique. On parlait tantôt là, du 5G et des poteaux. Oui. Tout ça, ça fait partie de cette problématique-là et il a raison. Tout à fait. Moi, j'ajouterais, je suis tout à fait d'accord, j'ajouterais qu'il va falloir avoir une discussion à un moment donné sur la taille des entreprises au Québec. Elles sont trop petites. Puis là, avant la crise, il y en a beaucoup qui faisaient du profit, faisait de l'argent, il n'y avait pas le sentiment d'urgence, alors les investissements, peut-être qu'ils ne le sentaient pas. Là, je pense qu'il y en a peut-être plusieurs qui vont se rendre compte que, là, fallait qu'ils passent à une autre vitesse. Mais le manque de capacité, vu qu'on a plein d'entreprises en bas de 100 employés, même 20 employés, bien, ça rend difficile la capacité d'emprunt. J'ai pas la réponse à ça. Fait que moi, c'est pour ça que je parle de discussion. Là. Oui. Mais comment, justement, encourager de fusionner, de se joindre à d'autres, d'attaquer les marchés à l'international au lieu d'être juste au Québec. Donc, il y a une discussion à avoir avec cet aspect-là. Je pense qu'il y a une mise en commun à faire lorsque plusieurs entreprises. Il y a à la fois la grande infrastructure collective, mais il y a ensuite les secteurs. Dans votre secteur, comment ça fonctionne? C'est quoi que la numérisation peut vous apporter comme avantage? Où sont les quick wins et comment on peut les prendre? Il faut probablement lier ça aussi à toute la question de la logistique de transport qui, quand on veut favoriser l'achat local, là, est une problématique très importante sur laquelle on travaille avec des gens du G15 en ce moment. Mais il faut avoir ces réflexions-là à un niveau plus sectoriel et en impliquant l'ensemble des entreprises. Pendant la pandémie, on a créé un groupe là, pour que les entrepreneurs se parlent entre eux puis échangent sur leurs trucs et tout ça, un réseau qui leur permettait de partager les meilleures pratiques devant des gens. Ça a été très, très profitable. On va garder ça là, parce qu'il y a quelque chose, justement, quand on est plusieurs petites entreprises où
on peut bénéficier des expériences les uns des autres, on peut mettre en commun, on peut décider qu'un seul consultant va faire 8 entreprises, on va s'unir ensemble, puis on se négocie quelque chose, puis ça va mieux. Alors, il faut penser à des choses innovantes comme ça. La problématique de la taille est très importante. Dans un contexte historique, on se souvient des années 50-60, moi je dis souvent, le Québec était Québec enregistré. On avait des compagnies qui étaient enregistrées. Après ça, on a eu Québec Inc. Oui. OK? Avec la libre-échange, on a eu Québec International. Et là, on est probablement rendu ce que j'appellerais Québec Capital. C'est-à-dire comment on peut faire pour avoir des propriétaires de long terme. Et ça, c'est une grande problématique. C'est relié à la taille. Mais on sait que les entreprises, ils naissent, ils grandissent, mais ils disparaissent. OK? Donc, toute la question de comment on fait pour passer de petite à moyenne, de moyenne à grande, donc, c'est une grande problématique. Et dans ce fameux petit cahier Bourgogne que j'ai lancé au Cyrano, je parle de cette dynamique de la croissance des entreprises entre petites, moyennes et grandes. Et elle est basée, elle est inspirée par les écosystèmes qui accompagnent l'entreprise qui est petite, oui, à se fusionner un jour avec un autre, à acheter un voisin, à se faire ci, faire ça. Et cette dynamique-là industrielle, il faut l'accompagner, et surtout dans un contexte comme on a aujourd'hui, avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup de changements. Pas qu'on devienne propriétaire des entreprises, collectivement, uniquement. C'est pas ça le point. C'est le point, c'est l'accompagnement. Moi, j'ai la chance de participer avec un groupe qui s'appelle QG100. C'est uniquement des entreprises qui sont basées au Québec, qui sont planétaires. Ça fait 10 ans qu'on existe et le but de ce regroupement-là que j'ai créé avec Charles Sirois, c'est de regrouper l'intelligence de la croissance entre eux. Et ils se parlent. 10 ans plus tard, maintenant, on a... Bon, c'est sûr, la pandémie les a frappés comme tout le monde. Mais le point que je fais, c'est que ces écosystèmes-là, j'en suis convaincu, sont au cœur du développement de nos entreprises et il faut les orchestrer, il faut les nourrir, il faut les financer. Mais quand c'est parti, la balle tourne. Ça fait boule de neige. Et moi, je suis convaincu que c'est un élément important, surtout dans cette transition démographique de nos entrepreneurs. Oui. Ils font face à l'écologie, eux aussi. Ils font face au numérique. Ils font face à la pandémie. Pas une petite affaire, là. C'est pas facile. C'est aussi... Non, c'est pas facile, c'est sûr. Et à cause de ça, l'accompagnement est une bonne chose. Et ils sont ouverts à ça. Donc, pour moi, c'est un pas important, cet accompagnement-là. Je dis collectif ou coopératif. Et ça devrait être... Ça fait partie... Ça se fait déjà. Mais il faut simplement l'amplifier, à mon avis. Okay. Je reviens un peu sur ce que le premier ministre a parlé cette semaine de transformer le fabriqué en Chine en fabriqué Québec. Ça revient un peu... Il parlait beaucoup, effectivement, du réseautage, de l'écosystème, etc. Est-ce que, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre ou de démographie difficile, de pénurie de main-d'œuvre, est-ce qu'on peut penser que c'est réaliste de transformer, en fait, d'échanger la production extérieure pour une production locale? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on peut avoir la capacité de transformer le Made in China en Made in Québec? Bien, je vais vous répéter, mais si nos entreprises sont mieux robotisées, mieux numérisées, mieux équipées, ils vont produire à des prix compétitifs. C'est sûr que les Québécois sont prêts à acheter des biens produits au Québec, mais pas à n'importe quel prix. Et si nos entreprises sont compétitives sur le marché de l'Ontario, de l'Ouest canadien et de l'Amérique et ailleurs dans le monde, bien, il n'y a pas de problème. Donc, je pense que le premier ministre, il ne voyait pas d'incohérence en ce qu'il a dit tantôt aussi, qu'il voulait que nos entreprises soient plus productives. C'est les deux. Si on est plus productif, on va avoir des coûts plus faibles. Si on a des coûts plus faibles, on est plus compétitif et donc on va ramasser du marché. Pour moi, c'est très cohérent, mais ça passe par la productivité, la libéralisation, la robotisation et non pas simplement dire on va vous forcer à acheter au Québec. Les Québécois, c'est un résultat. Et les investissements et compagnie et tout. Il y a aussi une tendance qu'on a vu quand même dans la pandémie d'avoir un peu moins le goût d'acheter des bébelles, d'aimer mieux acheter une seule affaire, mais que ça soit durable, que ce soit tout le concept de l'économie circulaire, des choses qui sont réparables, qui sont de qualité. Peut-être ça coûte un peu plus cher à l'achat de celle-là, mais on évite d'en acheter 4. Okay. Et ça, au Québec, ça fait longtemps qu'il y a des entrepreneurs qui ont compris que la qualité était ici puis était très bonne. Puis eux autres, ils avaient tenu à toujours maintenir un approvisionnement, certains 100 Québec, d'autres avec au moins une patte importante au Québec. Et ça leur a bien servi pendant la crise. Donc, je pense qu'ils sont capables de témoigner de cet intérêt-là. Il y a des gains qu'on peut aller chercher aussi. Là. Je pense, par exemple, en agroalimentaire, là, je suis content qu'on se soit questionné sur le pourquoi que le Québec représentait juste 6 de la production en serre au Canada.
quand on est là un 5e de l'économie canadienne. Puis c'est pas juste une question d'électricité. Je pense que c'est à peu près 9-8 des coûts. Donc, encore là, il y a des notions stratégiques, il y a une composante logistique. Il faut avoir une vision d'ensemble de secteurs comme ça. On peut aller chercher des gains plus facilement, là, je pense, dans ce genre de secteur-là. Okay. Intéressant. L'environnement post-pandémie, au niveau international, on ne le connaît pas encore vraiment. Là, c'est sûr qu'il y a eu un élan, tout le monde veut acheter, c'est vrai pour la France et les États-Unis, tout le monde veut acheter chez nous parce qu'on a eu des coupures, des ruptures de stock sur ci, sur ça. Bon, est-ce qu'on est rentré dans une vague de protectionnisme? Probablement que oui, mais je pense que c'est pas uniquement le seul facteur. Je pense qu'on a aussi un environnement extrêmement difficile et c'est un réflexe, à mon avis, tout à fait normal. Mais encore une fois, ça va dépendre si on est capable de produire à des prix concurrentiels qui vont faire en sorte qu'on va vendre ici, mais aussi ailleurs. Il ne faut pas oublier aussi que si le marché américain nous est plus fermé, le marché canadien est toujours là. Oui, tout à fait. Et on est relié aux autres provinces canadiennes. On a près de 50 de notre PIB qui est en marché extérieur, importation, exportation. Il y a un déficit, mais en gros, on est des grands joueurs à l'extérieur, le Québec. Et on a 35 de ça qui est avec le reste du monde, puis 15 qui est avec le reste du Canada. Donc, mes chiffres ne sont pas tout à fait au 10e près, là, mais en gros, c'est ça. Et ça, c'est un actif important. Je pense que les tomates de serre du Québec, s'ils peuvent être vendus dans le reste du Canada, c'est bon aussi. Là. Donc, les marchés extérieurs demeurent très importants pour le Québec. On ne peut pas s'en priver. Non, la grande ouverture, c'est un gage de succès pour l'économie. Puis d'ailleurs, le grand boom qu'on a eu, c'est après le libre-échange. Oui, c'est ça. Tout le monde était d'accord avec ça. Tout à fait. Je vous ramène un peu sur le côté plus terre-à-terre, peut-être, parce que comme on parle d'un plan de relance, là, on a parlé beaucoup du long terme, puis je trouve ça extrêmement intéressant, on a des super bonnes idées, mais à court terme, dans un plan, quand on parle d'un plan de relance où vous essayez de réactiver l'économie, est-ce que vous avez quelque chose à proposer? Qu'est-ce qu'on pourrait faire à court terme pour essayer d'aider? Est-ce qu'on passe uniquement à des plans de soutien ou on peut-tu avoir un plan d'accélération au lieu d'avoir juste un plan de soutien au niveau des entreprises ou au niveau des particuliers comme tel? Est-ce que vous avez, à court terme, est-ce que vous avez des solutions à proposer? Je vous signale que la numérisation, là, c'est des dépenses des gouvernements et des entreprises demain matin, là, si on en parle. Okay. Deuxièmement, la réserve stratégique, c'est une acquisition d'inventaire important. Troisièmement, moi, j'exprime le souhait qu'on convertisse le plus rapidement possible les programmes de soutien de revenus en programmes soit d'aide à l'entreprise, comme on l'a fait, ou soit d'aide à la formation. Dans le monde qu'on a là, moi, je n'ai pas de problème à ce que quelqu'un reçoive la prestation du fédéral. Mais j'aimerais mieux et beaucoup qu'elle soit reliée au fait qu'il est en train de se former pour demain. Et on parlait tantôt d'un grand nombre de jeunes qui ne sont pas aux études, ni en emploi, ni quelque part, et ça va s'amplifier. Donc, il faut rapidement transformer ces programmes de soutien en programmes d'investissement en capital humain. Et le capital humain, c'est l'art d'aujourd'hui et de demain dans un monde numérisé. Je répète ce que j'ai dit tantôt, ceux qui ne savaient pas écrire et lire après Gutenberg avaient beaucoup de difficultés, et ça a fait des illettrés qui ont eu beaucoup de difficultés à survivre pendant longtemps. Dans le monde moderne, il faut apprendre à jouer avec ces machines-là, il faut les maîtriser, il faut être partie prenante, il faut être capable de lire des graphiques, il faut être capable de lire des choses, sinon on va se sortir de la patinoire. Et l'éducation, la formation, c'est là qu'il faut mettre nos dollars. Le ministre des Finances l'a dit, le premier ministre l'a dit, mais je souhaite qu'une partie de l'argent qu'on dépense maintenant soit rapidement mis dans ces canaux-là de formation pour que les gens en profitent. On a mis énormément d'argent à soutenir les revenus. Oui. Mathieu l'expliquait très bien. Mais imaginez le même argent qui aurait servi à former les gens. On avait connecté ça avec... Ça me fait tellement de peine que c'est bon qu'on ait soutenu les gens, il fallait les faire, mais mon Dieu, si c'était à refaire, on pourrait penser à le faire avec une condition que vous allez... Et on va vous aider à vous recycler, parce qu'après coup, quand on va couper, ce ne sera pas le fun, là. On va faire quoi, là? On n'a pas de job, on n'a plus d'argent. Donc, cette affaire-là, on ne sait pas comment le film finit, là. Quand est-ce qu'on arrête de subventionner, de soutenir versus qu'on... Là, on voit les chiffres sont intéressants, mais c'est un rebond qui est gonflé à l'hélium, là, qui se traduit par une dette fédérale. Quand ça s'arrête, comment est-ce qui se passe? Je ne sais pas, là. Je n'ai pas de réponse à ça. Donc, c'est pour ça que, pour moi, c'est important que des projets partent. Il faut avoir des projets. Oui. Il y a plusieurs projets environnementaux qui sont prêts à démarrer et dans lesquels
un peu d'aide gouvernementale, un appui de la part de tous les acteurs sectoriels qui font de l'accompagnement. C'est ce qu'on fait, par exemple, avec le Fonds d'économie circulaire qu'on met en place avec la Ville de Montréal, où on unit les forces d'accompagnement avec le financement et avec l'intelligence de ce secteur-là. Donc, ça se fait. J'aime beaucoup ça, cet aspect réseautage-là qui revient souvent. Donc, il y a vraiment quelque chose à aller chercher. Jean-Pierre, pour le mot de la fin de la discussion, je pense qu'on va passer à la période de questions. Je pense que tu avais une bonne piste tantôt. Tu as parlé du portefeuille numérique du gouvernement là, qui pourrait être accéléré. Là. Je pense que 2025, c'est un peu loin. Ça va avoir des effets assez rapides pour les entreprises dans leur productivité. Là. Je pense que la notion de formulaire, ça devrait être quelque chose du passé. Gérer les risques aussi. Là. 90 de conformité, on pourrait vivre avec ça. Tout dépendant des ministères ou des missions. Mais aussi, le gouvernement a pris une orientation en faveur de zones d'innovation. Il y a eu plein de projets spectaculaires qui ont été présentés puis qui règlent un de nos enjeux où les chercheurs ne parlent pas aux entreprises, aux investisseurs. Donc ça, on pourrait en lancer 2, 3 rapidement cet automne. Intéressant. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, je suis contente que tu te rejoignes à nous. Mais c'était passionnant parce que puis ça a suscité quand même plusieurs questions auprès des participants. Puis vous en parliez, hein? Donc, comment on fait, quel est le rôle de l'État pour accélérer, puis comment on fait pour que l'État puisse accélérer. Puis une des questions, c'était quel est l'effet, justement, de ces investissements publics sur l'ensemble de l'économie? Donc, les effets, on le dit, là, je pense que c'est ce matin, M. Girard qui parlait là, que l'État, l'investissement de l'État allait faire le pont entre les investissements privés qui devaient arriver bientôt. Alors, il y a quelqu'un qui se demande quels seront les effets dans l'économie de l'ensemble de toutes ces injections-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut plonger? Il n'y a pas un chiffre, hein? Mais en fait, moi, je pense aussi, est-ce qu'il y a un effet de dépendance? On a parlé de la PCU. Est-ce qu'il y a un effet de dépendance parfois de dire, l'État s'en occupe, puis là, je recule un peu? Ce qu'on peut dire, là, les chiffres, on ne les connaît pas parce qu'on est dans un environnement, comme M. dit, extrêmement nouveau. Mais il y a 3 phases. On a soutenu. Et ça, c'est de l'argent qui est donné aux consommateurs, aux particuliers, et même aux entreprises, et qu'on a retrouvé dans l'économie. Mathieu nous a très bien montré comment ça a fait de boum. Oui. Okay? Bon, ça, c'est le soutien. Là, on veut passer du soutien à l'investissement. Ça veut dire que là, l'État va dépenser en infrastructure, et quand on parle d'infrastructure au Canada comme au Québec, on parle d'infrastructure physique. Donc, malheureusement. Oui. Alors, moi, je vous dis ce matin, il faut commencer à penser d'infrastructures numériques pour l'avenir, et je souhaite un rebalancement de ces 2 trucs-là. Et l'impact de construire un pont, oui, c'est immédiat, c'est la construction, mais l'automobile, c'est pas l'avenir. Non. OK, bon. Donc, il faut penser à des dépenses d'infrastructure dans une optique d'économie circulaire, dans une optique d'économie plus écologique. Et dans ce sens, plus numérique. Et donc, donc, quel est le programme d'investissement? Le débat que je souhaite qu'il arrive, c'est que la composition des investissements, on ne soit pas uniquement préoccupé par l'impact immédiat sur la construction, qui est très bien, je n'ai rien contre ça, mais on en a déjà beaucoup, on a déjà des pressions. C'est ça. C'est ça. Donc, 100 000 à l'heure. Donc, il faut commencer à imaginer qu'il y a beaucoup de gens là, dans d'autres secteurs qui pourraient être mis à l'ouvrage pour qu'on équipe l'économie d'infrastructures autres que uniquement physiques, malgré que le physique, il va demeurer important, il y a un impact immédiat, et c'est ce qui va arriver au provincial comme au fédéral. Moi, j'ai des craintes sur l'effet de cascade, justement, si on n'est que investissement classique dans des infrastructures. On va juste encourager certains secteurs qui n'en avaient pas nécessairement besoin, puis qui étaient déjà à côté sur leur capacité. Le bateau, ouais, il faut avoir un souci de diversifier nos actions. Mais prenons un exemple du secteur agroalimentaire. Le Premier ministre en a parlé, c'est un secteur important. On fait de la bonne bouffe au Québec. On a d'excellents cuisiniers. On a de très bons fermiers. On a de très bons éleveurs. On a une grande partie de ce secteur-là agroalimentaire qui est très bien structuré en termes de traçabilité, de technologie, de tout ce que vous voulez. Mais on a une grosse partie qui est vraiment encore à mi-temps. Avec du... Oui. Bon. Et donc, un exemple, c'est ce secteur-là, il faut qu'il se mobilise avec l'aide de l'État, des intervenants, pour dire, bon, on va moderniser notre agroalimentaire, pas juste l'agriculture, l'agroalimentaire, donc la transformation. Toute la chaîne. Et donc, les Chinois et les Japonais, ils veulent du porc du Québec, mais ils veulent avoir la traçabilité complète. Tout à fait. Parce qu'ils veulent avoir le contrôle de qualité, puis c'est normal. Et puis, qui nous dit qu'un jour, il n'y aura pas un SMAT qui va nous empoisonner?
Bon, hein, terrorisme alimentaire, ça se parle. Donc, tout ça fait en sorte qu'on est quasiment obligé de virer le secteur agroalimentaire vers des technologies modernes. On pourrait prendre d'autres secteurs, tous les secteurs d'économie. Moi, quand je dis l'écosystème, on les connaît, les leaders et les parties prenantes du secteur agroalimentaire. Ils sont autour. Et ce monde-là, eux autres doivent être parties prenantes du plan de relance de leur secteur avec l'État. On parle de technologie propre aussi. Il y a plein d'endroits où on peut améliorer. Tout le lien avec l'écologie, l'économie circulaire. En utilisant l'efficacité énergétique, en mettant des énergies plus renouvelables, on est aussi capable de diminuer les coûts, donc d'améliorer la compétitivité des entreprises. Bien, est-ce que ça prend du temps? Parce que, Mme Morin, une des questions qu'on a, c'est le paradoxe de cette pandémie-là, c'est qu'avant la pandémie, là, on avait des sacs réutilisables, on prenait le transport collectif, tout le monde était heureux, on essayait de faire les choses correctement. Et là, on s'est fait dire qu'il ne fallait pas amener notre sac réutilisable à l'épicerie. On s'est fait dire que prendre les transports collectifs, ça pouvait être un peu hasardeux. Alors, comment on va faire pour favoriser la réduction de l'empreinte de carbone, pour assurer justement cette transition-là, le temps qu'on apprivoise la crise sanitaire? Alors, il y a toutes sortes de... D'abord, il faut mettre en place des choses pour rassurer les gens. Je pense que l'ensemble ils sont en train de le faire, notamment pour le transport collectif, où il y a beaucoup de travail qui se fait pour rassurer, pour renforcer, pour augmenter la disponibilité. Et ça va prendre ça. Mais au-delà de ça, il y a des secteurs, des aspects, par exemple, l'efficacité énergétique. Oui. Par exemple, la substitution de tout ce qui est gaz fossile vers des énergies qui sont plus renouvelables. Ça, c'est des travaux qu'on peut faire. La biomasse forestière, là, pourquoi on laisse ça dans le bois devenir pourrir, là, à la place de s'en servir pour chauffer les endroits qui doivent utiliser, qui en ce moment utilisent du pétrole ou du gaz? Bien, pourquoi? C'est notamment parce qu'il n'y a pas de réseau. Partir le séchage de ça, la récolte, le séchage, mettre un réseau en place pour aller distribuer ça, ça ne se fait pas pour une maison, pour une école, ou ça se fait pour un ensemble. Ça a besoin d'infrastructures, ça a besoin d'un effort collectif. C'est souvent ça. Ce qui manque, c'est de dire on s'y met ensemble et on met l'ensemble des moyens collectivement. Puis vous avez parlé d'économie circulaire, ça aussi, donc d'être capable de mettre les entreprises ensemble pour que ce qui est le déchet de l'un en devienne la richesse de l'autre. Hein? C'est vraiment ça. Il y a un autre intervenant qui nous demande, justement, parce que vous avez parlé de l'importance de miser sur les projets d'investissement à long terme qui sont structurants. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que vous voyez dans les récentes annonces du gouvernement en lien avec la stratégie batterie du Québec un projet qui est porteur pour le Québec? Jean-Pierre? Oui, tout à fait. Puis de la mine jusqu'au fabricant. Oui, c'est ça qui est intéressant. Puis c'est complémentaire avec notre richesse hydroélectrique. Donc, il y a vraiment beaucoup de potentiel. On a des minerais stratégiques. Là, on ne sera pas les seuls dans le monde à dire « Ouais, mais mes approvisionnements, ils viennent juste d'une place. Là, je suis un peu vulnérable. » On est super... solide sur la certitude. Je veux dire, le Québec, là, je veux dire, politiquement, c'est stable. Ouais. Je veux dire, on est prévisible. Là, je vois bien les gens du monde de la finance à Londres, le Québec, c'est un peu ennuyant. Mais ennuyant, c'est le fun. Ennuyant, finance, c'est pas pire. Ouais, fait que, tu sais, je pense que même on est capable d'être ultra compétitif sur ces marchés-là parce que dans le lithium, on est dans le spodumène, on est des pros, là, on est tellement bons dans les matériaux avancés. Là, il faudrait juste commercialiser ça. On est capable d'être ultra productif. Puis, je le répète, moi, je les comprends, les risques qui ont été pris. Ils ont été calculés. Puis ils vont payer à un moment donné. On apprend, là. Oui. Mais même pour les entreprises, les entrepreneurs, on dit ça, il faut pardonner, là, des fois, les échecs et tout. Là. Mais l'été investisseur, c'est parfois ça. Je pense qu'on n'est pas habitué à ce rôle-là. On aime mieux que la prise de risque soit prise par le privé. On peut être des partenaires, puis on a plein d'acteurs extraordinaires au Québec, comme le Fonds d'action. Là. Mais après ça, il y a des questions d'expertise. Des fois, c'est ultra pointu. On le voit dans les technologies propres. Des fois, le système financier classique a de la misère à prendre une décision. Oui, OK, est-ce que tu offres une rupture dans un marché? Oui, mais il faudrait qu'ils aillent chercher de l'expertise pour pouvoir les conforter dans leurs analyses. Là.
Henri-Paul Rousseau, vous avez beaucoup parlé de la formation, de l'importance de cette PCU qui aurait pu servir à être plus productive. Il y a quelqu'un qui nous demande justement, dans les mesures atypiques pour la relance, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de créer un revenu de base permanent, mais qui pourrait venir peut-être avec des engagements en contrepartie? Oui. On a parlé beaucoup de revenu minimum garanti. Oui. Je pense que c'est ça à quoi votre intervenant réfère. C'est peut-être plus compliqué que ça a l'air de faire ça. Moi, tout ce que je dis, j'essaie d'être cohérent. Je pense qu'il y a encore 12, peut-être à 18 mois où on a cette pandémie qui nous empêche d'aller à une certaine normalité, pas au sens économique, mais au sens de la mobilité sociale, puis la distanciation, puis de toutes les règles de conformité qu'il faut respecter pour notre propre intérêt, l'intérêt de nos compatriotes. Ce 18 mois-là, il va être difficile. Parce qu'on a dépensé énormément de sous en soutien. Et là, les gouvernements essaient de transformer cet argent-là, la diminuer d'abord, puis la transformer en quelque chose qui est plus vers l'investissement. Tout ce que je dis, c'est que je ne veux pas réinventer. J'étais très heureux qu'ils se rapprochent du programme d'assurance chômage, le programme est nommé. Oui, je serais très heureux qu'on s'en aille aussi vers le soutien salarial parce que ça maintient le lien d'emploi. Je dis maintenant, il faudrait peut-être trouver une troisième patte qui c'est le lien entre l'éducation, la formation et l'argent. Okay. Je ne vais pas plus loin que ça. Je vais pas plus loin que ça, mais je dirais, la PCU, là, pourquoi on ne la transforme pas en un programme de formation? Donc, tu la reçois. Et de requalification. Mais tu vas. Puis là, j'ouvrirai la porte à. Parce que chez l'employeur, un employeur qui a besoin d'argent pour recycler, bien, il se qualifie, son employé se qualifie pour la PCU. Il faut aller vers des investissements en capital humain. C'est notre avenir. Oui, je veux bien qu'on ait des matériaux rares, là, mais le monde d'aujourd'hui, c'est un monde, qu'est-ce que tu as entre les deux oreilles? Est-ce que tu es capable de lire? Est-ce que tu es capable de compter? Est-ce que tu es capable de faire des graphiques? Est-ce que tu es capable... Tout ça, là, c'est tellement important pour l'avenir de nos petits-enfants. C'est majeur. Puis, il ne faut pas l'échapper parce qu'on n'a pas tant d'argent que ça. Les deux remarques que je veux faire, je suis plutôt pour des activités horizontales quand l'État intervient, et donc tout le monde plutôt que vertical. Deuxièmement, on n'a pas des ressources illimitées, là. Non. On commence à avoir la cloche va sonner bientôt. Et troisièmement, on a des risques dans tout ça. Et je suis de ceux qui disent que le risque, peut-être c'est bon qu'il soit partagé puis qu'il soit étudié aussi collectivement. C'est pour ça que je pousse beaucoup la notion des écosystèmes dans les régions, dans les secteurs, pour que plusieurs prennent la décision, pour pas qu'après on puisse dire, ben là, c'est tel ministre qui a pris telle affaire ou telle affaire. Non, il faut que ça soit un peu plus partagé parce que c'est l'argent collectif. Ça me permet de faire un lien rapide parce que le temps file, mais il y a quelqu'un qui nous demandait justement, est-ce que c'est pas le temps de remettre en place les grappes? Les grappes industrielles existent toujours, mais peut-être leur donner un nouveau souffle pour qu'ils soient un petit peu plus larges. Voilà. Et que la prise de décision se fasse avec plus d'acteurs autour de la table? La littérature sur les écosystèmes a évolué. C'est ça. Donc, faire évoluer un peu le concept. Le concept, maintenant, on a des mesures. Il y a des organismes internationaux qui font le ranking des écosystèmes. On sait, par exemple, Montréal, où est-ce qu'on est par rapport à l'écosystème de start-up. En intelligence artificielle, ça existe, ça, là. Et votre intervenant a raison. Il faut juste évoluer le concept. Il a évolué. Il faut se moderniser pour aller vers cette façon plus, je dirais, technique et technologique de mesurer la performance de nos écosystèmes. Il reste une dernière question, puis là, je sais, je vais me faire chicaner, mais c'est pas grave. Oui. Hein? C'est pas grave parce qu'on est là pour les participants aussi. Mme Morin, une petite question rapide. Votre proposition d'investissement mixte, en quoi c'est différent du modèle des PPP? C'est quelque part, il y a d'abord une exigence de retombée environnementale sociale et en fait, c'est le financement qui vise à appuyer des gens qui vont être capables de mettre l'expertise. Donc, l'État vient appuyer l'expertise et l'innovation dans ce qui est offert comme modèle pour avoir le plus d'impact possible. Ah, ça, c'était une réponse tout à fait capsulée. Geneviève Morin du Fonds d'action, Jean-Pierre Lessard d'Aviseo Conseil, Henri-Paul Rousseau du Cyrano et mon complice pour la journée, Yves. Merci beaucoup. Nous, on va se retrouver dans quelques instants après la pause avec Luc Godbout. Qui va nous parler justement de l'équilibre budgétaire avec un point d'interrogation. Donc, on se retrouve peut-être dans 10 minutes. Là. J'aimerais ça peut-être. Ouais, on va. Est-ce qu'on coupe un peu? On a le droit, là, vous pouvez me dire ça? Ah, dans 11 minutes, et qu'on est précis. Hein? On ne peut pas être avec des économistes et pas être précis. Alors, on se retrouve dans 11 minutes.